Bonjour, vous écoutez Le Monde décrypté, le podcast d'expertise géopolitique de Gérard Vespierre. Chers auditeurs du Monde décrypté, bonjour. Aujourd'hui, Gérard Vespierre nous entraîne principalement vers la Russie, mais aussi vers beaucoup d'autres destinations. En même temps, le sujet choisi présente des racines russes avec des branches, et si l'on continue cette comparaison autour de l'arbre, qui s'étendent au-dessus de nombreux territoires. Nous allons en effet réfléchir ensemble au groupe paramilitaire russe Wagner, qui occupe de plus en plus l'actualité. Alors Gérard, pourquoi ce choix ? Bonjour Arnaud et bonjour chers auditeurs du Monde décrypté. Effectivement, l'actualité a tout à fait sa place dans l'analyse géopolitique. Surtout quand cette actualité concerne un outil diplomatico-militaire. Le groupe Wagner est en effet actif sur de nombreuses scènes du monde depuis un certain nombre d'années et son activisme augmente au service d'un seul et même État, la Russie. Voilà donc les raisons qui m'ont amené à consacrer un podcast complet à ce groupe paramilitaire si particulier. Vous venez d'utiliser deux expressions proches mais différentes en qualifiant ce groupe à la fois d'outil diplomatico-militaire et paramilitaire. Pouvez-vous revenir sur ces deux idées et nous expliquer les différences qu'elles comportent et surtout les différences que vous y voyez ? Tout d'abord, bravo pour votre écoute. Elle nous a permis de saisir ces expressions au vol, comme l'on dit. La guerre est la continuation de la diplomatie par d'autres moyens. Je n'ai pas pour habitude de m'appuyer sur des citations, mais celle-ci, de Clausewitz, me semble parfaitement convenir comme début de réponse. La Russie, comme beaucoup d'États, mais peut-être plus que beaucoup d'États, développe une stratégie diplomatique quasi mondiale. Je n'ouvrirai pas le chapitre du pourquoi ce choix, car nous allons essayer de nous concentrer sur le comment de ce choix. À partir du moment où vous voulez exercer une influence et donc transformer une situation existante dans un pays donné, vous avez à votre service une panoplie de moyens, de la diplomatie au réseau d'influence pour arriver finalement aux éléments militaires. Et dans cette dernière catégorie, vous trouvez la vente d'armement, la fourniture d'instructeurs officiels et puis les milices privées in fine, avant bien sûr l'ultime échelon constitué par les troupes officielles. Donc le paramilitaire constitue l'ultime échelon du diplomatico-militaire avant la présence de troupes militaires constituées. Mais Gérard, est-ce à dire que la Russie est la seule puissance à utiliser ce type de dispositif ? Il me semble que les États-Unis ont rendu célèbre depuis une dizaine d'années une certaine société, Blackwater, qui depuis d'ailleurs a changé de nom. Tout à fait, et je vois que vous êtes bien documenté. Mais il y a une grande différence entre Blackwater, si on continue d'utiliser l'ancien nom très connu, maintenant Académie, avec un I, et je pourrais même dire une triple différence juridique, politique et opérationnel. Juridiquement, d'abord, Blackwater, ou maintenant Académie, est une société militaire privée, une SMP, donc juridiquement constituée, dont le siège est à ce jour en Caroline du Nord. Or, du côté Wagner, la Russie et son dirigeant Vladimir Poutine continuent de dire que la société n'existe, puisque les SMP sont interdits en Russie, donc Wagner n'existe pas. Ce qui veut simplement dire que le siège n'est pas en Russie, probablement en Argentine. Donc, d'un côté, enregistrement officiel aux États-Unis, donc contrat officiel avec le Pentagone, un chiffre d'affaires connu, et de l'autre, Wagner, le rideau noir. Voilà une clarté juridique d'un côté, une complète opacité de l'autre. Sur le deuxième volet politique, il y a la même différence. Les dirigeants russes disent que Wagner vit sa vie complètement en dehors du pouvoir. De l'autre, les sociétés militaires privées américaines opèrent dans le cadre de contrats officiels, avec le Pentagone bien sûr, à côté de l'armée américaine.
Les principales missions des sociétés militaires privées américaines étant de fournir des effectifs pour des fonctions principalement non létales, de patrouille autour des installations, de gardiennage, de sécurité rapprochée des personnes. Ces fonctions consomment des effectifs. L'armée concentre ainsi principalement ses hommes sur des actions létales de combat en étant débarrassés de ces tâches annexes. Enfin, sur le troisième volet opérationnel au sens large, les sociétés américaines, comme déjà décrit, opèrent dans le cadre de contrats avec des règles et donc un cadre éthique. Ce n'est pas le cas de Wagner, dont les miliciens sont accusés de massacres, en particulier en Centrafrique et en Syrie aussi. En outre, le groupe Wagner mène des opérations de nature industrielle et commerciale en s'appropriant des mines ou des forages pétroliers. Donc, on voit d'un côté le déni russe, mais servant les intérêts politiques russes, et de l'autre, une action militaire, officielle, américaine, contractuelle. Merci de nous avoir fourni un cadre comparatif aussi clair. Malgré cette opacité volontaire des Russes et ce déni d'existence légale, peut-on retracer un cadre d'organisation des noms des dirigeants, par exemple? Et en complément, comment ce groupe est-il apparu? Oui, il y a des dirigeants repérés, à défaut d'être connus ou reconnus. Il y a un dirigeant opérationnel, Dimitri Outkin, qui est un ancien officier supérieur du renseignement militaire, donc le GRU russe. C'est lui qui a donné le nom de Wagner d'ailleurs à cette milice, car il est admirateur du compositeur et de sa musique. C'est d'ailleurs pourquoi les membres du groupe Wagner s'appellent entre eux les musiciens. C'est plus poétique. Dimitri Outkin traîne de sombres et nombreuses histoires derrière lui, en particulier de torture et d'exécution de déserteurs de l'armée syrienne, afin, comme l'on dit, de faire des exemples dissuasifs. Je n'ajouterai pas de commentaires. Autre personnage très important de ce groupe, celui qui finance le fonctionnement de Wagner. Il s'appelle Evgeny Prigozhin. Il appartient au premier cercle historique de Vladimir Poutine, celui de Saint-Pétersbourg, où ils se sont connus au début des années 90. Prigozhin y tenait un restaurant de luxe, après un passé, disons, difficile. Plus tard, il a évolué autour de Poutine, quand celui-ci est devenu président, s'assurant de sa sécurité alimentaire. Oui, je dis bien, sécurité alimentaire, d'où son surnom de chef de Poutine. Il dirige maintenant de nombreuses sociétés, dont le groupe Concorde, qui détient, tenez-vous bien, des contrats de restauration pour les cantines militaires et scolaires. Le chiffre du milliard de dollars circule pour l'activité de cette société, ce qui laisse quelques marges de financement pour Wagner. Quant à la naissance du groupe, ou en tout cas sa première visibilité, eh bien, on l'a vu apparaître en Ukraine en 2014, bien sûr dans le Donbass. Il s'agissait d'apporter un soutien russe le plus efficace mais le plus discret possible à la population russophone qui ne soutenait pas le changement d'orientation de l'Ukraine et son éloignement de la Russie. Après cet acte de naissance, où a-t-on vu se déployer le groupe Wagner et pourquoi fait-il parler de lui actuellement? Actuellement, le groupe Wagner est présent dans pas moins de 4 régions du monde. En Ukraine, dans le Donbass, comme on l'a évoqué, au Moyen-Orient, c'est-à-dire en Syrie, en Libye, en Amérique du Sud, au Venezuela, pour aider le président Maduro contesté, et surtout en Afrique. La liste des pays africains où Wagner est présent est assez impressionnante. Jugez-en. Centrafrique, Soudan, Mozambique, Madagascar et potentiellement maintenant le Mali. Cette massive présence africaine accompagne la stratégie du Kremlin de reprendre pied en Afrique après que l'URSS y ait été très présente au Congo, en Angola, avec des soldats cubains, souvenons-nous, dans les années 70.
donc déjà des mercenaires, toujours des mercenaires. Une université avait même été créée à l'époque, à Moscou, l'université Patrice Lumumba, pour y accueillir des étudiants africains. On voit là les racines d'une vision globale et de long terme de la Russie sur l'Afrique. Souvenons-nous de la récente conférence internationale Afrique-Russie à Sotchi, sur les bords de la mer Noire, où une vingtaine de pays africains étaient présents, ainsi qu'en arrière-plan un certain monsieur Evgeny Prigozhin, dont nous avons parlé, le grand financier du groupe Wagner. L'action politique de Moscou en Afrique s'est encore davantage mise en avant depuis un an, à peu près, en exerçant une forte pression contre la France au Mali. L'an dernier, quand le président Macron avait dit dans une de ses interventions sur le Sahel qu'il savait d'où venaient les cris « Dehors la France » qui résonnaient à Bamako, il avait été très diplomate en ne citant pas le pays impliqué, mais il s'agissait de la Russie, naturellement. Et la pression russe s'est encore accrue avec le nouveau gouvernement en place à Bamako, dont certains responsables ont fait leurs études ou des séjours en Russie. Les perspectives de voir intervenir le groupe Wagner au Mali a finalement été un électrochoc pour la France, bien sûr, mais aussi pour l'Europe. Vous venez de mentionner l'Europe, mais en quoi Bruxelles s'est sentie impliquée dans cette intervention russe au Mali? Il y a de quoi trouver cela paradoxal. Je peux comprendre votre étonnement. Il reflète bien le sentiment que la France se trouve un peu seule au Sahel. Eh bien, détrompez-vous, la France, dès son intervention en janvier 2013, a été aidée par de nombreux acteurs internationaux, outre-Atlantique par les États-Unis, mais aussi du Moyen-Orient, le Qatar, la Grande-Bretagne, la Belgique, et plusieurs années après, par de nombreux pays européens. Il faut toujours faire la différence entre la communication et la réalité. Dans le nouveau format d'intervention au Sahel, avec la création de la force Takuba, constituée uniquement de forces spéciales, donc d'unités venant de France, bien sûr, mais aussi d'Estonie, de Tchéquie, de Suède, d'Italie. À cela s'ajoute la présence d'un millier d'Allemands dans la formation des forces armées régionales. La potentielle arrivée du groupe Wagner a donc suscité une réaction européenne parce que l'Europe est impliquée au Sahel et cela se passe juste au moment où la Russie s'agite à la frontière ukrainienne. Il faut ajouter que la réaction des 27 a été particulièrement rapide. L'annonce du principe des sanctions contre le groupe Wagner a été faite le 15 novembre de cette année. Et les sanctions ont été décidées et publiées le 13 décembre. À peine un mois. C'est très très court pour Bruxelles et ce délai participe à la force de la décision prise. Je vais vous citer le texte parce qu'il est important. La décision a été approuvée à l'unanimité par les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne et a été publiée au journal officiel. Le groupe Wagner est accusé, je cite vraiment, recruter, former et envoyer des agents militaires privés dans des zones de conflit du monde entier afin d'alimenter la violence, de piller les ressources naturelles et d'intimider les civils en violation du droit international, notamment du droit international des droits humains. Et je cite toujours, les personnes figurant sur la liste de l'Union européenne sont impliquées dans de graves violations des droits humains, notamment des actes de torture et des exécutions et meurtres extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, ou dans des activités de déstabilisation dans certains pays où elles opèrent, notamment en Libye, en Syrie, au Donbass, en Ukraine et en République centrafricaine. Donc les mots sont très très lourds
pour effectivement un organisme tel que l'Union européenne qui est souvent feutré. Les sanctions qui frappent le fondateur et commandant militaire du groupe Wagner, Dimitri Oudkine, dont on a parlé, Valéry Zakharov, conseiller pour la sécurité du président de la République centrafricaine, et Denis Kharitonov, chef militaire dans la région séparatiste du Donbass, en Ukraine, ainsi que Andrei Trochev, directeur général du groupe pour les opérations en Syrie. Les 4 autres personnes visées sont des mercenaires actifs en Syrie et en Libye. Il s'agit donc là d'un gel de sanctions sur la circulation aussi dans l'Union européenne pour toute la structure du groupe Wagner et de sociétés affiliées présentes en Centrafrique. Il convient d'ajouter qu'Evgeny Prigozhin a déjà été sanctionné par l'Union européenne, lui le financier, l'an dernier. Entendu Gérard, mais il ne faut pas être naïf, cela ne va pas arrêter la progression du groupe Wagner au Mali et en Afrique. Vous avez raison, mais cela crée des obstacles et montre surtout une volonté très forte de l'Union européenne de s'opposer aux visées du groupe Wagner et de la Russie en général. Il faut ajouter que des sanctions ont déjà été prises par la communauté économique des pays de l'Afrique de l'Ouest contre les dirigeants maliens qui retardent le retour à un processus démocratique. Il y a donc en place, petit à petit, mais quand même assez rapidement, un processus global africain et européen à l'encontre des orientations de Bamako et des actions du groupe Wagner. En dehors du strict cadre africain, il faut voir aussi dans les décisions de Bruxelles à l'encontre de Wagner un durcissement vis-à-vis de la politique russe et de sa façon d'agir dans le cadre qu'elle a créé, à savoir celui de la guerre hybride, mélangeant actions de déstabilisation, cyberattaques, présence de forces militaires non officielles, c'est-à-dire le groupe Wagner, mais cela ne trompe personne. Ces comportements politiques donnent de la diplomatie russe une image de plus en plus agressive qui, sur le court et le long terme, ne sont pas favorables à ses intérêts et suscitent de plus en plus de réactions négatives. Merci Gérard Vespierre de cette plongée dans les méandres de l'action politique de la Russie sur la scène géopolitique mondiale. Si le sujet plus particulier de la présence russe en Afrique vous intéresse, chers auditeurs, vous pouvez vous reporter à un podcast précédemment intitulé « Vladimir Poutine, l'Africain » sur la chaîne YouTube lemondedécrypté.tv. Vous pouvez également retrouver tous les sujets traités sur www.le-monde-décrypté.com. À très bientôt et portez-vous bien.